Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Storia Voce. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et à faire un don. Et en échange de ce don, vous recevrez un abonnement à notre magazine Histoire et Civilisation. Les mots. On a brûlé au nom de la charité. On a guillotiné au nom de la fraternité. Sur le théâtre des choses humaines, l'affiche est presque toujours le contraire de la pièce. Tels sont les termes de Jules et Edmond Goncourt, les célèbres auteurs, dans un ouvrage publié en 1866, un demi-siècle après la Révolution. Alors, la Révolution n'est-elle que mythe ? L'analyse de ces mythes, c'est d'abord la mise en relief des choix de ce qui devrait être retenu pour construire un nouveau modèle de l'État, un nouveau modèle de souveraineté qui, à la suite de la Révolution, revient de droit au peuple. C'est l'avènement du citoyen. Qu'est-ce que l'histoire a retenu de la manière dont la Révolution a mis fin à l'Ancien Régime, à plus de 1000 ans de monarchie de droit divin ? Entre l'avènement à la fois des idées des Lumières et la terreur, comment construire une mémoire juste, la plus proche possible de la vérité historique et non partisane. C'est ce que nous allons voir avec Emmanuel de Varesquiel. Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du XVIIIe siècle. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur Fouché, sur le procès de Marie-Antoinette, et également sur les 7 jours qui ont fait la Révolution. Vous êtes actuellement ingénieur de recherche à l'École pratique des hautes études, et vous venez de publier chez Talandier, Il nous fallait des mythes, la Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours. Alors, tout d'abord, première question. Dès le titre de votre ouvrage, il est question des mythes. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre la volonté des révolutionnaires d'élaborer une religion civique et le terme de mythe ? Alors, qu'est-ce qu'un mythe pour commencer ? J'ai presque envie de reprendre la définition que donne le petit Marcel Proust de l'amour. C'est une forme de crampe de l'imagination. C'est une nécessité, parfois personnelle, parfois qui relève d'une politique ou d'une volonté. C'est quelque chose qui relève d'une construction. Elle peut être individuelle ou elle peut être collective et qui reste, qui subit une forme de cristallisation et qui est au cœur de nos imaginaires. Mais vous avez des mythes collectifs, c'est ce dont je parle dans ce livre, s'agissant de la Révolution, mais vous avez aussi des mythes personnels. Quelquefois, d'ailleurs, les deux s'entrecroisent. Nous avons tous besoin et nous avons tous, comme nous avons notre bibliothèque ou notre cabinet d'amateurs particulier, nous avons besoin d'une mythologie qui relève, que l'on ramasse dans les filets de nos souvenirs d'enfance, de nos lectures, de rencontres, de différentes choses qui se superposent les unes aux autres et qui construisent un univers qui relève d'une forme de subjectivité, forcément. Les mythes, au fond, sont le parti pris de l'histoire. C'est une forme, ils appartiennent à l'histoire et ils nous la cachent. Donc le travail de l'historien, c'est précisément de démonter et de remonter ces constructions mythologiques, s'agissant d'un événement historique majeur comme celui de la Révolution française, pris de mon point de vue dans ce livre dans le sens large du terme. C'est pas seulement la Révolution de 89, mais je suis de ceux qui pensent comme Clémenceau que la Révolution est un bloc, mais aussi la Révolution de 1792, celle de 93 et de 94 et au-delà. Et donc le propos de ce livre, c'est d'essayer de comprendre ou de donner à comprendre pourquoi est-ce que d'un point de vue politique, pour des raisons de légitimité d'un régime absolument inouï et neuf qui s'appelle la République et qui est proclamé le 21 septembre 1792, pourquoi est-ce que ces acteurs
de cette République naissante ont éprouvé le besoin de choisir un certain nombre d'événements révolutionnaires, depuis 1789, un certain nombre d'objets, de lieux, de symboles, à la construction légitimante de cette République française de 93 et de 92, et comment est-ce que ces mythes ont évolué d'un régime à l'autre dans le temps long de notre histoire contemporaine, à travers les régimes qui se sont succédés les uns aux autres, et Dieu sait qu'ils ont été nombreux, du Directoire à la Ve République. Voilà, c'est ça le propos du livre, c'est une sorte d'observation, d'étude et d'analyse des constructions de nos imaginaires politiques, des raisons pour lesquelles ils existent, et des raisons aussi pour lesquelles on les a successivement déformés en fonction de contextes donnés, politiques, sociaux ou culturels. Donc le sujet est vaste, comme dirait l'autre. Alors je n'ai choisi que quelques événements, quelques symboles et quelques lieux, mais j'ai choisi de les traiter de la façon aussi large que possible, non seulement du point de vue du champ chronologique, mais aussi du point de vue des sources. Je considère qu'il s'agissait de rendre visibles dans l'espace public ces événements fondateurs. Donc je les ai étudiés du point de vue monumental, du point de vue de l'architecture, et surtout, qui dit image, dit imaginaire, du point de vue des images. Et puis aussi du point de vue de la littérature, parce que la construction romanesque du XIXe siècle est un vecteur essentiel dans la fabrication de ces mythes et dans leur diffusion, dans leur déformation aussi au cours du XIXe siècle. Pour revenir aux images, c'est évidemment essentiel. La Révolution produit plus de 200 000 documents iconographiques de toute nature, des affiches en passant par la caricature, par l'image d'Épinal, par la peinture, par la gravure, avec des méthodes de production de l'image imprimée qui vont dans le sens d'une diminution des coûts et donc d'une accessibilité plus large au public. Et puis n'oublions pas tout de même que sous la Révolution, sur une population de quelques 26 millions d'habitants, plus de la moitié ne savent ni lire ni écrire. Donc l'image, c'est probablement d'ailleurs l'une des affiches apposées le long de la rue du Faubourg Saint-Honoré, probablement la dernière image que Marie-Antoinette voit sur le parcours qui va la conduire à la guillotine, place de la Révolution, le 16 octobre 1793, Tremblay-Tyran, qui est une affiche qui est apposée non loin de la maison où se tient David, qui fera d'elle le dernier portrait que l'on ait de cette dernière journée de son exécution. Alors c'est précisément ce qui est passionnant dans votre ouvrage, c'est que vous parvenez par de multiples détails, à nous faire rentrer plus dans la chair finalement de ce qu'a été la Révolution, l'incarnation des événements, et c'est vraiment intéressant. Alors, premier aspect, c'est la chronologie. Et donc, pourquoi est-ce que ce moment précis du XVIIIe siècle est le moment clé dans lequel se déclenchent ces événements ? Et vous décrivez plus précisément les 7 jours qui ont fait la Révolution. Quelle est la différence entre ce qu'on en a retenu et la réalité ? Alors d'abord, cette Révolution française ne tombe pas d'un nuage. Elle s'inscrit dans un cycle qui va de l'indépendance de la Révolution américaine, l'indépendance américaine, de la fin des années 1770 et du début des années 1780, la Révolution irlandaise, la Révolution brabançonne, la Révolution de Genève. Donc, elle entre dans un cycle, mais en même temps, elle se distingue des autres révolutions dans la mesure où elle est brutale, soudaine, unilatérale et absolutiste. C'est-à-dire en quelques jours, on assiste à un renversement de souveraineté de la tête du roi à la tête de la nation par un simple décret voté par les députés du tiers-État
sont réunis dans le cadre des États généraux convoqués par Louis XVI en mai 1789, et le 17 juin, les députés du tiers-État décident de se constituer en Assemblée nationale sur une proposition de la BCIS, et par ce décret, dont Madame de Stade, dans ses considérations sur la Révolution française, dit qu'il était la Révolution même, les députés dépossèdent le roi de la nation, dépossèdent le roi de son pouvoir d'incarner la nation, et se considèrent comme les seuls représentants légitimes de la nation par le biais de ce que Thiers a théorisé également, qui est celui de la délégation ou de la représentation nationale. C'est la naissance, si vous voulez, de la représentation nationale. Et curieusement, pour répondre à votre question sur les raisons de la construction ou du choix de certains événements par rapport à d'autres, ce n'est pas cette journée du 17 juin 1789 qui a été retenue dans la construction mythologique de la Révolution française, mais la journée qui va suivre, 3 jours plus tard, le 20 juin 1789, qui est celle du fameux serment du jeu de paume, prêté par les mêmes députés du tiers, qui jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. C'est cette journée-là qui est retenue et dont la notoriété ne va faire qu'augmenter à travers les images, en particulier le fameux dessin de David qui est présenté au salon de peinture de 1791, dont le projet est proposé à la tribune du club des Jacobins par Dubois-Crancé, futur conventionnel et très proche de David, et qui était présent à l'occasion de cette séance et de ce serment du jeu de paume le 20 juin 1789. Pourquoi est-ce qu'on retient cette journée plutôt que celle du 17 juin ? Pour des raisons qui tiennent, je dirais, à la nature même de la Révolution, qui se veut unanimiste et qui prône ou pose un principe fondateur, peut-être encore plus important que ceux de l'égalité, de la liberté et plus tard de la fraternité, qui est celui de l'indivisibilité de la nation. Il se trouve que le 17 juin 1789, une forte minorité des députés du tiers vont voter contre la proposition de CIS de se constituer en Assemblée nationale. Presque pas loin de 100 députés vont voter contre sur entre 450 et 500 députés. Et donc, alors même que le 20 juin 1789, à l'exception d'une seule voix, qui est peut-être le premier dissident de la Révolution française, qui est un député de Castelnaudary, qui s'appelle Martin d'Auch, et qui survivra à la terreur pour une question de faute d'orthographe sur son nom inscrit dans des listes de condamnés. À l'exception de ce Martin d'Auch, la totalité des députés présents, quelques 450 également, dans cette salle du jeu de paume, vont signer sur des registres qui existent toujours. On a 2 exemplaires de ces registres. L'un est dans les archives de l'Assemblée nationale et l'autre est aux archives nationales. Vont signer et jurer précisément de ne jamais se séparer. Donc on passe de l'Assemblée nationale à une Assemblée constituante indivisible, précisément indivisible et permanente. Et c'est cette journée qui est retenue pour une question d'unanimité. Et peut-être aussi, je dirais, en jouant sur un contraste qui a beaucoup servi à travers les écrits et les images qui représentent ce serment du jeu de paume, qui est celui de la trivialité d'une salle de sport, parce que la paume, le jeu des rois, le roi des jeux, était un peu l'ancêtre du squash, dans un certain sens, qui se trouvait à quelques encablures du château de Versailles, contraste fortement avec la solennité du serment prêté précisément dans ce lieu incommode et inadapté à quelques séances parlementaires que ce soit ou à quelques débats que ce soit. Et on va beaucoup jouer dans les images qui vont être produites à la suite du dessin de David de 1791 sur ce contraste en faisant de cette salle de sport une sorte de temple de la liberté. Et d'ailleurs, on trouvera autour de cette notion de temple de la liberté un certain nombre de projets
de transformation de cette salle du jeu de paume, de projets architecturaux, en particulier sous le directoire, qui ne seront jamais réalisés, peut-être pour des questions de vitesse de la Révolution française, aussi pour des questions de financement, sûrement, mais qui vont se multiplier autour de cette notion de l'enthousiasme et du courage des députés du tiers-État face aux menaces du pouvoir royal, menaces très souvent, plus souvent d'ailleurs fantasmées que réelles, jusqu'à d'ailleurs jouer des scènes ou rejouer sous le directoire des scènes en mémoire de ce serment du jeu de paume où les députés du tiers sont littéralement et physiquement et matériellement menacés par les canons de la tyrannie. Et d'ailleurs, David le représente très bien dans son dessin du serment du jeu de paume, jusqu'à organiser une sorte de figure allégorique de l'orage qui tombe sur la tyrannie royale à travers cet éclair que l'on aperçoit à travers l'une des fenêtres de la salle du jeu de paume et qui vient frapper le dôme de la chapelle royale du château de Versailles. Quand on va regarder les archives de l'Observatoire de Paris, avec les registres qui sont tenus très rigoureusement grâce aux efforts de M. Cassini sur les températures, pluviométrie, pluviosité et vitesse de vent qui avait cours ce jour-là, ce 20 juin 1789, on s'aperçoit que nul orage n'apparaît à l'horizon, que le temps est calme, ensoleillé en fin de journée, légèrement pluvieux dans la matinée, mais sans aucune forme de vent ni d'orage. Donc voilà, c'est une réinvention progressive au nom de la fondation de la liberté, de l'enthousiasme et du courage des députés du tiers-État, autour de cette notion qui apparaît dès 1789 et qu'on va voir grandir au fur et à mesure de la Révolution, qui est la notion de complot aristocratique. Les députés, en réalité, prêtent serment en forme de défense contre les menaces que le roi fait et les armées royales font peser sur eux dès le mois de juin 1789. Menaces qui, encore une fois, sont plus fantasmées que réelles. Et dans la mesure même où le roi est sans pouvoir, et du point de vue de son administration, et du point de vue de son armée. Et donc, est-ce qu'on peut dire que les députés du tiers puisent leur inspiration dans les mythes, dans l'histoire romaine ? Absolument, et c'est une nouvelle, c'est une nouvelle facette ou une autre facette de cette construction mythologique du serment du jeu de paume, autour de cette notion de renversement de sacralité. On prête serment, mais c'est pour la première fois un serment laïque que l'on prête à la romaine, debout et bras levés, sur le modèle qui avait déjà été défini, alors même que du point de vue des textes, on ne sait pas très bien comment les armées romaines, les légions romaines prêtaient serment aux empereurs, mais qui a été défini par David dans son serment des Horaces, qui est exposé au salon de peinture, si mes souvenirs sont bons, de 1787. Donc on a un modèle. On abandonne le vieux serment des sacres de Reims, le baiser de paix féodal, a fortiori, et on invente un nouveau serment laïque dans le sens, et c'est un des fils conducteurs de mon livre, de cette tentative de construction d'une religion républicaine nouvelle qui prendrait place ou qui remplacerait l'ancienne religion royale, cette alliance du trône et de l'autel, tout en récupérant ou réutilisant le vocabulaire catholique en cours jusqu'en 1789. On parle de catéchisme des droits de l'homme, on parle de missionnaire de la liberté ou de missionnaire de la République, on parle de sainte guillotine, on sanctifie la guillotine pour des raisons qu'on expliquera peut-être tout à l'heure. Et donc il y a un extraordinaire renversement autour de cette recherche qui au fond n'aboutira jamais d'une nouvelle sacralité laïque, avec des hésitations permanentes entre un agnosticisme absolu, prôné et défendu par certaines factions de la Révolution sous la Terreur, comme les hébertistes, et
une religion qui, au fond, relève des Lumières, du grand horloger de Voltaire, qui serait une forme de déisme d'être suprême, prôné et fêté par Robespierre à l'époque de sa toute-puissance dans les premiers mois de 1794. Et on est toujours dans je parle des héritages, tout en parlant de ces déformations d'imaginaire de la Révolution. Et dans un certain sens, on est toujours autour de la notion de laïcité qui naît en 1789. On est toujours dans ces hésitations sur les formes d'une laïcité, soit une laïcité dogmatique qui serait une forme de théocratie renversée, si vous voulez, soit une laïcité qui serait une simple règle du jeu ou libre exercice des consciences et des cultes. Et alors on peut aussi se demander si finalement il n'y a pas une opposition entre Paris et Versailles et qui transparaît un petit peu dans la mémoire avec donc d'un côté d'une part la salle du jeu de paume et puis d'autre part la Bastille qui devient un moment marquant de la Révolution qui est resté dans les mémoires, oui. Alors même que les événements de la Bastille n'auraient pas forcément été si... Oui, toute la Révolution et toutes les mythologies révolutionnaires tournent autour de cet antagonisme entre ces deux événements fondateurs que sont d'un côté le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789, et quelques semaines plus tard, la, entre guillemets, prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Au fond, autant le serment du jeu de paume fonde la liberté représentative, la notion de représentation nationale par délégation, autant la prise de la Bastille du 14 juillet 1789 fonde la souveraineté du peuple. On a d'un côté la nation, de l'autre le peuple. Et on a là un antagonisme entre deux types d'exercices de la démocratie, dans un certain sens, un exercice par délégation, un exercice par représentation parlementaire d'un côté, et un exercice direct par le peuple. Mais de quel peuple s'agit-il? Et par la rue, qui apparaît comme une tension permanente à travers toute la Révolution française, et comme un antagonisme de légitimité, entre une légitimité représentative et une légitimité, pour risquer un anachronisme, de démocratie directe. C'est le combustible même de la Révolution française. Lorsque, sous la Terreur, à l'époque de la Convention nationale, les sans-culottes des 48 sections parisiennes et de la Commune de Paris marchent sur la Convention nationale avec du canon pour obtenir plus et mieux des décrets de plus en plus radicaux, pour procéder aussi parfois à des formes d'épuration de la Convention. Je pense aux journées des 29 mai et 2 juin 1793, lorsque les Girondins sont exclus de la Convention nationale. On a là un affrontement direct entre deux types d'exercices de la démocratie que l'on retrouve au fond, je reviens à nos fameux héritages, et qui vont traverser tout le 19e et tout le 20e siècle. De révolution en révolution, en passant par février 34 et peut-être jusqu'aux Gilets jaunes, récents Gilets jaunes, et à leur référendum d'initiative citoyenne, qui sont une expression, une ultime expression de cette légitimité du peuple, de cette légitimité directe de l'exercice du pouvoir par le peuple lui-même, qui est entre autres revendiqué par certains partis de gauche en France aujourd'hui. Et alors justement, au cœur de ces événements, est-ce que ce qu'on a retenu de l'attitude et des décisions de Louis XVI est ajusté par rapport à ce qu'il a tenté de faire au moment justement des discussions parlementaires qui étaient ouvertes? Il y a une différence de vitesse entre le pouvoir royal et le pouvoir de la Révolution. Au fond, tout se passe comme si ce pouvoir royal était trop lent, et comme si, je vais utiliser une expression un peu triviale, comme si le roi et ses conseils avaient 2 trains de retard à chaque fois sur chacun des événements. Ce n'est qu'après le serment du 20 juin 1789 que le roi, dans une ultime séance royale, le 23 juin, essaye de reprendre
la main sur la Révolution française sans y parvenir. Vous savez, c'est la fameuse apostrophe de Mirabeau, que Mirabeau n'a d'ailleurs pas prononcée. Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Mais je voudrais revenir au 14 juillet, parce que je vous ai donné les raisons de la construction mythologique de la séance du 20 juin 1789, mais je ne vous ai pas parlé du 14 juillet. Le 14 juillet 1789 s'inscrit dans un cycle qui débute avec le renvoi, une ultime tentative de Louis XVI, encore une fois de reprendre la main sur la Révolution, à travers le renvoi d'un ministre alors très populaire, qui est le contrôleur général des finances, Jacques Necker, ce banquier suisse protestant, qui va être envoyé le 11 juillet pour la formation d'un gouvernement qu'on appellera le gouvernement de Senteur, qui est un gouvernement de réaction, avec une idée assez confuse, mais en même temps dangereuse et inquiétante, de se ressaisir par la force du pouvoir royal et de l'absolutisme royal. Et cette décision prise par le roi, par Louis XVI, le 11 juillet 1789, va provoquer un événement majeur parisien dont il n'est jamais question, et qui s'inscrit... Pourquoi ? Parce que cet événement s'inscrit dans un cycle de longue durée des émeutes frumentaires et antifiscales qui vont bousculer le royaume, et qui bousculent le royaume depuis le début du XVIIIe siècle et même bien avant, et qui à Paris se manifestent par l'attaque, la prise et l'incendie des barrières d'octroi. Vous savez, ce fameux mur murant Paris, qui rend Paris murmurant, qui est le mur des fermiers généraux, qui est cette association de financiers qui prélève à travers l'octroi les droits indirects sur les boissons et sur les denrées alimentaires. Donc ces barrières d'octroi de Paris sont profondément impopulaires, et l'événement majeur qui se produit à partir dans la nuit du 12 au 13 juillet 1789, c'est cet incendie et cette prise des barrières. Les 2 tiers des barrières de Paris sont incendiées. Et dans cette foulée, cet événement majeur qui va être complètement oublié et passé en pertes et profits, si j'ose dire, précisément parce qu'il s'inscrit dans une tradition et qu'il ne représente rien de novateur du point de vue de la naissance de la souveraineté du peuple. Cet événement va être oublié au profit de ce qui va se passer le lendemain, le 14 juillet 1789, qui ne relève pas à proprement parler d'une prise de cette forteresse qui très très vite va devenir l'antre des tyrans, où le symbole absolu de l'absolutisme royal à travers la lettre de cachet et l'enfermement des prisonniers pour raison d'État et par décision arbitraire du roi, mais qui, ce 14 juillet 1789, dans la suite de ces émeutes autour des barrières d'octroi, va être attaqué pour des raisons de défense d'une partie de la population des faubourgs parisiens, en particulier le faubourg Saint-Antoine, parce qu'après avoir s'être saisi des fusils et des réserves de fusils qui étaient entreposés dans les caves des Invalides, dans la matinée du 14 juillet 1789, on sait qu'il existe dans l'une des tours de la Bastille des réserves de poudre, quelques 200 barils de poudre, et que pour des raisons de défense, par rapport à cette angoisse d'une attaque de vive force des régiments royaux qui campent entre Versailles et Paris, on décide de s'emparer et de se saisir de ces barils de poudre. Non pas parce que la Bastille représente ou symbolise la tyrannie royale, mais pour des questions de défense. Et on sait qu'après une certaine confusion de négociations entre le marquis de Launay, qui est gouverneur d'une forteresse qui est par ailleurs très mal défendue par une trentaine de Suisses et d'Invalides, et les émeutiers, renforcés des gardes françaises, qui étaient des régiments au service du roi, qui se retournent du côté de la Révolution française, on sait que le marquis de Launay, à bout d'arguments,
est déshérité ou délaissé ou abandonné par ses soldats, va finir par abaisser le pont-levis. La Bastille s'est rendue autant qu'elle a été prise dans un certain sens. D'où la phrase extrêmement cruelle de Rivarol, qui est l'un des commentateurs légitimistes, si j'ose dire, ou contre-révolutionnaires de la Révolution. Monsieur Delaunay avait perdu la tête bien avant qu'on ne la lui coupe. Et donc, pourquoi est-ce qu'on réinvente cet événement de la Bastille qui se rend vers 5 heures du soir dans l'après-midi du 14 juillet 1789 en un événement fondateur de la souveraineté du peuple? Parce que précisément, du point de vue des acteurs de cet événement du 14 juillet, il était absolument essentiel de mettre en avant et de construire cette notion de souveraineté du peuple à travers le courage, la maîtrise de soi et la maturité politique de ce peuple des faubourgs parisiens et du faubourg Saint-Antoine, représenté essentiellement d'ailleurs par la petite et la moyenne bourgeoisie de ce faubourg. Oui, et justement, au sujet des acteurs, c'est une question récurrente de savoir qui a fait réellement la Révolution et quels symboles ont-ils choisi et quels outils ont-ils choisi aussi pour faire cette... Vous avez là quelque chose qui va traverser toute la Révolution française, qui est une sorte de jeu du chat et de la souris entre les députés du tiers-État, qui pour les 2/3 appartiennent à ce qu'on appelait la basoche, c'est la magistrature, qui sont des officiers de second plan du roi, lieutenant civil ou lieutenant criminel, beaucoup d'avocats, des juges, des tribunaux secondaires, de l'administration royale, d'un côté, donc qui appartiennent à cette bourgeoisie libérale, qui est la bourgeoisie des Lumières, qui est la bourgeoisie des académies de province, des sociétés de pensée, comme dirait Augustin Cochin, d'un côté, et de l'autre, ce peuple, entre guillemets, de Paris, puis des grandes villes du royaume, qui, à partir du 14 juillet 1789, devient un acteur majeur de la Révolution, que l'on finira par faire en son nom à partir de 1792 et après l'exécution du roi place de la Révolution à travers la terreur. Et donc, pour en venir aux outils, finalement, on retient également l'utilisation de la guillotine, pareil avec ces mythes, puisque... On retient souvent qu'elle a été élaborée par Guillotin. Comment cet outil a été choisi et comment est-ce possible de choisir un outil au nom de la liberté qui finalement conduit à la mort? Alors là aussi, donc je m'intéresse à des événements, je m'intéresse à des lieux, je m'intéresse aussi à des objets dans ce livre. Et parmi ceux-ci, en effet, cette fameuse guillotine qui est centrale à la fois du point de vue de la terreur, mais aussi du point de vue de ce qu'elle représente symboliquement dans la construction de la République à ses débuts. Au départ, la guillotine n'est pas inventée pour des raisons... je dirais de guerre civile, bien entendu. Au contraire, elle est inventée pour des raisons de pacification et d'humanité. La guillotine représente en tout cas l'idée proposée par le docteur Guillotin dans les discussions qui ont cours en 1790 autour du nouveau code criminel, cet article 1, tout condamné aura la tête tranchée. L'idée de Guillotin, c'est d'humaniser la mort. On sait tout de même que la mort était donnée jusqu'à l'abolition de la question préalable par Louis XVI à la veille de la Révolution française. Pensons au supplice de Damien, le dernier régicide qui tente de mettre fin à la vie de Louis XV. L'écartèlement et la rousse n'étaient pas franchement sympathiques, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une litote. Donc on veut humaniser la mort et on veut aussi la rendre égalitaire. On sait que la mort était donnée de façon différente selon qu'on appartenait à la roture, au tiers-état ou à la noblesse. Et donc, la guillotine, au départ, est une fille des Lumières.
comme beaucoup d'autres mesures qui vont être prises par l'Assemblée nationale de 1789 à 1791. Elle n'est pas à proprement parler inventée par le docteur Guillotin, mais par un membre de l'Académie royale de chirurgie qui s'appelle Antoine Louis, et qui va, sur des modèles qui existaient d'ailleurs déjà et qui fonctionnaient en Italie, en Écosse et dans certains pays européens, qui vont être grandement améliorés, et qui va donner cet instrument, mais qui va prendre une dimension politique à laquelle on ne s'attendait pas au départ et qu'on n'imaginait pas au départ, avec la prise des Tuileries le 10 août 1792. Et à cette occasion, dans les jours qui suivent, on installe, pour des raisons politiques, pour la première fois, la guillotine place du Carrousel devant les Tuileries, et on condamne à mort et on exécute les premiers contre-révolutionnaires parmi les défenseurs des Tuileries et les membres les plus éminents et les plus proches de Louis XVI, en particulier Arnaud de la Porte, qui était l'intendant de la liste civile du roi, que l'on soupçonne d'avoir tenté de corrompre les députés de l'Assemblée législative. Et puis ensuite, et surtout, à partir du 21 janvier 1793, lorsqu'à la suite du procès intenté contre le roi par la Convention nationale, on exécute place de la Révolution, devenue place de la Concorde, elle a changé moult fois de nom, on exécute Louis XVI le 21 janvier 1793. Et là, la guillotine prend la dimension d'un autel métaphorique, d'un renversement non seulement de souveraineté par la suppression du double corps du roi, pour reprendre l'expression à Kantorowicz, c'est-à-dire le corps physique et le corps éternel, spirituel du roi, à un renversement de la souveraineté du double corps du roi au corps du peuple présent physiquement, quelques 200 à 300 000 personnes qui assistent à cette exécution le 21 janvier 1793, mais également à un renversement de sacralité. La guillotine, ce 21 janvier 93, met définitivement fin à la sacralité, à cette mystique royale. Michelet a des phrases et des pages terribles sur cette tête royale pleine de verre et de miasme qui tombe et qui est séparé du corps du roi ce 21 janvier 1793. Et donc, la guillotine, qui est, dans un certain sens, ce 21 janvier, mise en scène, on sait qu'elle est disposée sur une plateforme de 2 mètres de haut, de façon à ce que le peuple de Paris puisse assister au mieux à l'exécution. On sait que les bois de la guillotine sont peints en rouge, ce qui est aussi extrêmement symbolique, puisque le rouge est la couleur du régicide. Donc c'est un renversement de la notion de régicide. On sait que la guillotine est placée dans ce qu'on appelle l'axe royal, c'est-à-dire face aux Tuileries. On sait que dans les mois qui vont suivre, on édifiera à côté de la guillotine une allégorie statufié de la liberté. On prêtera d'ailleurs à ce propos ce mot à Madame Roland montant sur la guillotine fin 93, liberté, liberté, que de crimes commettons en ton nom. Et donc cette guillotine prend une dimension à la fois spectaculaire, morale, et symbolique du point de vue de ce renversement de sacralité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et de ce fait, de façon logique, elle est sanctifiée. Elle est vraiment l'élément essentiel de cette affirmation de la souveraineté du peuple à travers sa consolation par le sang versé des contre-révolutionnaires et du roi lui-même. Par l'expiation de que représente cette exécution du 21 janvier 1793. Et lorsqu'on lit les correspondances qui sont envoyées par les comités de surveillance des différentes villes de la République sous la Terreur en 93 et 94, on parle constamment de notre Sainte Mère la guillotine, de la Sainte Guillotine. Donc il y a une forme de sanctification de cette guillotine qui ne va pas résister aux grandes fournées révolutionnaires de la Grande Terreur de mai, juin, juillet 1794,
et qui va, dans un certain sens, s'effondrer avec l'effondrement de Robespierre pour des raisons politiques de rachat des thermidoriens, de la participation des thermidoriens à la terreur. Et cette transformation de la Sainte Guillotine qui redevient progressivement à la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle, à travers les romantiques, qui redevient une sorte de gibet de Montfaucon, cette transformation, on la doit en grande partie aux romanciers, de Balzac à Dumas, jusqu'à Victor Hugo et Villiers de l'Isle-Adam. Et cette guillotine, il suffit de relire les quelques pages consacrées par Victor Hugo à cette guillotine dressée dans un village de l'Île-et-Vilaine dans son roman 1793. C'est absolument terrifiant. Cette guillotine redevient un objet de terreur absolue. Et cette transformation de la guillotine en terreur va contribuer dans une grande mesure à la montée en puissance du mouvement abolitionniste. Je ne rentre pas dans les détails, qui traverse, en passant d'ailleurs par Victor Hugo lui-même, qui traverse tout le 19e siècle et qui va aboutir à la loi Badinter de 1981. Donc vous voyez, oui, cet objet subit des mutations à répétition et change constamment de nature. Et c'est toute l'histoire de la Révolution française et des mythes de la Révolution qui changent constamment de nature en fonction des périodes et des contextes politiques dans lesquels on se trouve. Oui, et justement, puisque donc, le but était d'abolir la sacralité royale, mais on voit que les révolutionnaires vont jusqu'à juger la reine elle-même. Alors, quel était finalement le but de ce procès ? Quelle symbolique s'en dégage ? Alors, ma méthode dans ce livre, c'est, si vous voulez, d'essayer de donner à entendre les commentaires des contemporains pris à chaud. C'est-à-dire que quand j'ai des sources qui me permettent, c'est-à-dire des correspondances ou des journaux qui sont écrits sur le moment de l'événement que j'analyse, je les utilise pour essayer d'expliquer quel est l'état d'esprit de ces contemporains le jour même de l'événement, dans le présent de l'événement, par rapport à la façon dont ces événements vont être progressivement déformés ou transformés pour les raisons de légitimité dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, s'agissant du procès de Marie-Antoinette, qui suit le procès du roi, il s'inscrit dans une période des débuts de la République française, qui est une période de très grande instabilité, de guerre civile et de très grande fragilité. La République est attaquée à la fois à l'intérieur de ses frontières, par l'insurrection vendéenne, par des insurrections multiples à Lyon contre le pouvoir jacobin parisien, par des insurrections en Provence. Elle est attaquée aussi à l'extérieur de ses frontières. Pour la première fois, les armées coalisées contre la République pénètrent à l'intérieur de la République. Toulon est occupé par une flotte anglo-espagnole. Un certain nombre de places fortes du nord et de l'est de la France sont occupées par la coalition anglo-prussienne et autrichienne. Et donc la République est dans une situation de très grande fragilité. Et comme souvent, pour des raisons de consolation du peuple ou de reprise des énergies populaires, on va trouver un bouc émissaire, une explication ultime à ces échecs de la République qui traverse, si vous voulez, le printemps et l'été de 1793, à travers celle qui représente le mieux aux yeux des révolutionnaires la contre-révolution, le complot intérieur et la trahison extérieure que l'on a sous la main, puisqu'à la suite de la mort de son mari, elle reste enfermée dans la tour du Temple. Donc, à partir et à la demande de l'aile gauche de la Convention nationale, poussée, je vous ai parlé de ces rapports de force entre
les sans-culottes parisiens et la Convention, poussés par les sections sans-culottes et par les comités de surveillance de l'ensemble du territoire de la République, Marie-Antoinette va être transférée début août 1792 de la Tour du Temple à la Conciergerie, enfermée, isolée jusqu'en octobre 1793, et au jour de son procès du 14 au 16 octobre 1793. Marie-Antoinette est, à travers les pamphlets et à travers ce qu'elle représente, elle est à la fois une reine déchue, elle symbolise peut-être de façon plus claire et plus nette que son mari l'absolutisme royal, à travers la défense qui est la sienne de l'hérédité monarchique et des droits de son fils, le petit dauphin, qui est toujours retenu à la Tour du Temple. Et on va aller jusqu'à une sorte de régicide moral à travers cette accusation que l'on peut tout de même, et même j'enlève le tout de même, considérer comme odieuse, portée par Hébert, qui est le rédacteur en chef du Père Duchesne, d'inceste commis par la reine sur son propre fils à la Tour du Temple en 1793. Et on effectue là, puisqu'on ne sait pas très bien quoi faire de cet enfant de 7 ans et demi qui, du côté des royalistes, est considéré comme le roi, selon la phrase que l'on connaît, le mort saisit le vif, le roi est mort, vive le roi, et donc qui est considéré comme le nouveau roi de France depuis l'exécution de Louis XVI, place de la Révolution, le 21 janvier 93. Ne sachant pas très bien quoi faire de cet enfant, on procède à une sorte de régicide moral en l'humiliant à travers l'humiliation qui est portée contre sa mère au cours de ce procès d'octobre 1793. Et donc, l'exécution de Marie-Antoinette a des dimensions symboliques qui vont au-delà de celle du roi. Parce que on sort et on va au-delà de cette condamnation de l'absolutisme royal que représente Marie-Antoinette, mais on va jusqu'à un affrontement qui est un peu celui de la revanche du pouvoir des hommes sur le pouvoir des femmes. Marie-Antoinette est condamnée et accusée et condamnée non seulement comme une reine déchue, mais aussi comme femme et comme mère. Et au fond, souvenez-vous de la phrase qui commence les mémoires d'Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était le peintre favori de Marie-Antoinette, à propos des années qui ont précédé la Révolution française. Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées. C'est vrai que la Révolution est une sorte de tentative de revanche sur ce pouvoir d'influence supposé des femmes sur les hommes sous l'Ancien Régime. Et c'est une sorte de... La Révolution, au fond, instruit le procès de ce renversement des pouvoirs politiques, ou cette inversion des pouvoirs politiques entre les hommes et les femmes, dont la monarchie et l'Ancien Régime seraient coupables avec des conséquences de féminisation du pouvoir, d'avilissement du pouvoir. Et il faut tout de même lire un certain nombre de textes révolutionnaires et de discours portés ou lus à la Convention nationale qui sont profondément anti-féminins, où on parle je pense à certains discours d'Amar qui va obtenir la fermeture des clubs féminins peu après le procès de Marie-Antoinette, d'ailleurs en octobre 1793, où on considère que par leur complexion même, les femmes sont incapables d'exercer quelque pouvoir que ce soit, à commencer par le pouvoir politique. Et la Révolution, en tout cas dans sa période terroriste, c'est un peu le renvoi des femmes à leur destination naturelle, qui est celle de leur foyer, de leur casserole et de leurs enfants. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Eh bien, merci Emmanuel de Varesquiel d'être venu au micro de Storia Voce. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez surtout pas à parler de nous autour de vous.